Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition du Brunch and Learn. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Espérons que vous êtes en bonne santé. Je suis Sophia Vedeshkina, la coordonnatrice des communications du projet de la réalité climatique Canada. Je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Natalie Richards, la commissaire de la LNC, et notre conférencier de l'heure, Sylvain Perron de la Fondation David Suzuki. Cette série Brunch and Learn est l'occasion pour nous d'explorer les thèmes abordés dans le classement de la Ligue nationale du climat. Le classement 2019 présente 15 indicateurs de durabilité principaux qui comparent l'action climatique des villes participantes à travers le Canada. Il présente également des exemples de meilleures pratiques dans ces domaines. Nous vous invitons à télécharger le classement sur le site lnc.carrefourclimat.ca et à explorer notre série de webinaires sur hubflix.carrefourclimat.ca. Aujourd'hui, nous sommes impatients de discuter des milieux naturels dans les villes. Nous allons explorer leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques et les moyens que nous avons pour protéger les milieux naturels dans les grandes villes telles que Montréal. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Perron, analyste de politique publique à la Fondation David Suzuki et président du réseau de milieux naturels protégés. Il possède une maîtrise en sciences de l'environnement et un diplôme en gestion des ressources fauniques. Depuis plus de 10 ans, il travaille sur les problématiques d'aménagement et d'option des milieux naturels et agréant le Grand Montréal. Il a rédigé plus d'une vingtaine de mémoires sur différents sujets pour présenter des recommandations à tous les paliers gouvernementaux. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez poser des questions à tout moment en utilisant la fonction « Questions et réponses » en bas de votre écran. Nous en visiterons quelques-unes au cours de la période de questions et réponses qui suivra la présentation de M. Perron. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, M. Perron. La parole est à vous. Merci beaucoup, Sophia. Laissez-moi vous partager ma présentation et voilà. Merci beaucoup. Ça s'en vient et voilà. Donc, Sylvain Perron, je suis analyste en politique publique à la Fondation David Suzuki depuis environ 5 ans. En fait, pour moi, c'est un honneur de participer là, à la Réalité climatique Canada à ce projet. C'est une présentation, vous allez voir, juste avant de commencer les infrastructures naturelles et tout ça. Donc, la Fondation David Suzuki, en quelques mots, ça fait 28 ans qu'on existe, donc 13 ans au Québec, 90 employés partout au travers le Canada, 14 au Québec, et on a 400 000 membres au Canada, dont 100 000 au Québec. Donc, on est quand même beaucoup, c'est toujours très intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait au Québec? Parce que il y a quand même on fait quand même plusieurs projets. Donc, la ceinture verte du Grand Montréal, donc on veut protéger les milieux naturels dans le Grand Montréal. L'effet papillon, donc notre projet Ville amie des monarques, donc on encourage les villes à protéger la biodiversité sur leur territoire. Prix Demain le Québec, où est-ce qu'on encourage les groupes citoyens à se former pour effectuer la transition. Évidemment, la politique publique, c'est mon sujet préféré. Vous comprendrez, donc j'adore rédiger les mémoires pour différents projets de loi, autant au niveau provincial, municipal et fédéral. Voilà. Et on continue. Voilà. Rapidement, donc, vous comprendrez, donc 5 points à la présentation. C'est quoi les infrastructures, c'est quoi, à quoi ça sert et tout ça qu'on peut faire pour les protéger et surtout les opportunités. Parce qu'en toute franchise, je vous ai trouvé des devoirs à faire à la fin de la présentation. Ça va être très simple, on jasera de ça tantôt, si vous le désirez. Et on continue. Voilà. On a fait plusieurs projets à la Fondation. Juste un instant, juste m'assurer. Et voilà. On a fait plusieurs études en fait à la Fondation David Suzuki, vous comprendrez. Donc, ça a commencé en 2012 avec les projets de ceinture verte, de capital écologique, d'évaluation des écosystèmes, les infrastructures vertes, que je rappelle qu'on essaie d'appeler des infrastructures naturelles. Si vous allez au gouvernement fédéral, puis vous parlez d'infrastructures vertes, vous allez parler d'usines d'épuration, de pistes cyclables. Ce n'est pas exactement ça qu'on veut parler. On parle d'infrastructures naturelles, c'est-à-dire vraiment des forêts, des marais, tout ça. On va en reparler un peu plus loin. Et voilà. On a fait 2 sommets sur les infrastructures naturelles, un en 2016 et un deuxième en 2018. On a commencé également notre propre série de webinaires en ces temps de confinement.
Le dernier webinaire était sur le gazon. C'est super intéressant. Donc, on prône la fin du gazon dans les municipalités. C'est vraiment là, tout nouveau. On adore ça pour favoriser les pollinisateurs et tout ça. C'est super intéressant. Donc, on a plusieurs études. Donc, je parlais de la fin du gazon, du rôle des infrastructures naturelles pour la prévention des inondations et évidemment le 1% pour les infrastructures naturelles et les phytotechnologies. Mais avant, j'en glissé un petit mot tantôt. C'est quoi une infrastructure naturelle au juste? Bon, la grosse définition, donc théorique. Là, les infrastructures naturelles sont un réseau interconnecté d'air naturel, des espaces ouverts conservant les valeurs et les fonctions écosystémiques, aidant à purifier l'air et l'eau, donnant un vaste champ de bénéfices à la population, à la faune et à la flore. C'est super théorique, mais en gros, c'est quoi une infrastructure naturelle? Ben, c'est une forêt, c'est un bois urbain, c'est des parcs, c'est des marais, c'est des arbres, c'est des saillies de trottoirs. Si vous habitez à Montréal, il y en a quand même beaucoup. Et il offre plusieurs services écosystémiques. Donc, on parle de captation de GES, refuge de biodiversité, épuration de l'air et de l'eau, contrôle de la chaleur pour combattre les îlots de chaleur, le contrôle hydrique, contrôle de l'érosion et du vent, surtout en terrain agricole, c'est super intéressant. Donc, c'est ça, en fait, un service écosystémique et ils sont donnés par des infrastructures naturelles. En gros, comment on peut définir une infrastructure naturelle? C'est vraiment là, à travers, c'est ça. Vous en avez une devant vous, dans votre écran, c'est une forêt. C'est aussi simple que ça. Ça peut être également là, un marais, ça peut être un arbre, ça peut être et tout ça. Et ça donne des services écosystémiques. Donc, ici, on le voit très bien. C'est un quartier à Montréal. On voit qu'il y a une espèce de terrain de baseball, on voit qu'il y a un terrain de golf, il y a un secteur résidentiel, un secteur industriel. J'ai des exemples moins théoriques tantôt, là. Mais on voit très bien qu'il y a une très grande différence de température entre un secteur industriel, par exemple, et un parc urbain d'environ 17 degrés Celsius. Là, Et puis, je veux dire, il fait chaud, là, 17 degrés. Là. Aller dans un stationnement, dans un Costco, puis après ça, aller dans une forêt, vous allez voir, c'est vraiment très, très, très différent. Et on encourage ça. C'est vraiment important. Les milieux naturels, les arbres, les infrastructures naturelles font la lutte aux îlots de chaleur. Et c'est là, en fait, là, c'est Cégep de Terrebonne, dans la Naudière. Vous voyez les doigts à la gauche. Donc là, c'est le Cégep. Et là, je vais basculer, en fait, pour voir les îlots de chaleur, en fait. Ça fait peur un peu. Je vais retourner, vous allez voir. On voit très bien, donc, le Cégep, il est là, il ne bouge pas. On voit le quartier industriel, en fait, qui est au nord de la route. On voit aussi le secteur résidentiel qui est au sud. Puis on voit les terres agricoles beaucoup plus au nord. Et on voit très bien que les infrastructures naturelles, donc les arbres, les milieux urbains, ça, les milieux forestiers, aident vraiment à combattre les îlots de chaleur. On le voit très bien ici. Si je poursuis dans la lutte aux inondations, puis ça, c'est super intéressant. On parlait de chiffres. Moi, j'aime ça. Je suis un gars de données, je suis un gars de data. Les chercheurs ont démontré, en fait, que le maintien des marais aurait diminué le coût des inondations de 38 en zone urbaine et de 29 en milieu rural. On a eu des inondations en 2017, on a eu en 2019. Ça n'arrête pas, je veux dire. Puis avec les changements climatiques, il va falloir s'adapter aux changements climatiques. Et la lutte aux inondations va faire partie, en fait, de notre. C'est un peu cyclique. Et avant, on voyait des inondations qui avaient lieu aux 100 ans et tout ça. Et là, c'est rendu beaucoup plus rapidement. Et il va falloir prendre les moyens qu'il faut, pas juste construire des barrières, des clôtures, puis tout ça. Il va falloir vraiment préserver en fait nos milieux naturels pour être en mesure d'absorber l'eau qui s'en vient sur le territoire. Puis construire à proximité de des rives, là, ça se peut que ça devienne très, très, très difficile, voire injustifiable, en fait, notamment pour les compagnies d'assurance. Parce que juste la source, je peux vous dire, c'est super intéressant, c'est la fondation Intact Assurance. Je veux dire, c'est plus c'est plus les écologistes qui disent ça à ce temps-là, c'est les assurances. Fait que, prenez ça en considération. C'est à Saint-Colomban, c'est ça la Rive-Nord. Je suis juste à l'ouest de Saint-Jérôme, pour ceux qui se connaissent un peu. Saint-Colomban, en fait, ils ont gardé tout leur milieu humide. Oui, il y a du développement, ça va, ça arrive, l'humain doit habiter à quelque part. Mais si vous regardez, en fait, il y a plusieurs milieux humides, en fait, qui ont été conservés. Puis c'est une belle logique. Je veux dire, ils ont des milieux naturels qui sont vraiment absolument incroyables, puis ils ont décidé de les préserver. Donc, on voit que à Saint-Colomban, mais c'est une banlieue, je veux dire, c'est quand même à 1 heure de Montréal. Ils prennent la peine de conserver le milieu naturel. Leur milieu humide, notamment.
Je vais parler de la forêt. Chaque hectare de forêt en milieu urbain absorbe 110 kilos de polluants atmosphériques chaque année. C'est énorme, là, je veux dire, si on parle de particules fines. 110 kilos par un hectare, juste pour donner une idée de grandeur, c'est 100 mètres par 100 mètres. Donc, c'est assez simple d'avoir ça en milieu urbain, là. La plupart des parcs à Montréal font à peu près ça, minimum. Le parc Michel-Chartrand à Longueuil, par exemple, lui, il fait 4 km², c'est-à-dire 40 hectares. Euh, c'est énorme, là. Donc, à chaque fois qu'on garde un hectare en milieu urbain, bien, on améliore la qualité de l'air. Là, on parle de la forêt. Puis si on regarde l'arbre, par exemple, bien, on voit très bien la quantité de particules fines là, qu'on évite, là. Donc, dans les rues dépourvues d'arbres, de 10 000 à 12 000 particules fines par litre d'air sont présentes par rapport à 3 000 particules par litre d'air dans les rues voisines bordées d'arbres. Donc, il y a vraiment là, de 7 000 particules fines à 7 000 à 9 000 particules fines de plus par litre qui se retrouvent dans l'air quand il n'y a pas d'arbres. C'est énorme. Puis ça a un énorme impact sur la santé publique, là. Les infrastructures naturelles en milieu urbain sont essentielles pour la santé, là. Donc, l'arbre de rue, vous allez voir, ça semble anodin. À Montréal, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs réglementations municipales, par exemple, qui obligent d'avoir un arbre en façade et tout ça. Un arbre, bon, ça serait mieux d'avoir plus, mais c'est déjà un bon début. Vous comprendrez, là, regardez ici, là, ça vaut la peine. Ça couvre, ça donne, ça diminue les eaux de chaleur dans un stationnement. Donc, c'est toujours très intéressant. En termes de qualité de l'eau, on a pris ça aux États-Unis. Dans un investissement des infrastructures naturelles contribue à prévenir l'érosion des sols, autant en milieu agricole qu'en milieu urbain. On a fait un petit calcul. On regarde juste à Montréal, au Québec, en fait, quand on filtre l'eau, en fait, c'est seulement avec du gravier et tout ça. Puis à la fin, ben, pour enlever certains produits, on utilise du chlore et de l'ozone. Et quand on regarde le coût des produits chimiques par traitement par mètre cube, c'est directement associé au couvert forestier du bassin versant. Donc, quand on a 10 seulement de couverts forestiers dans le bassin versant, bien, il faut, ça augmente de 3 cents de mètre cube. Ça n'a l'air pas beaucoup. OK? À Montréal, pour filtrer 1 mètre cube, ça coûte 9 cents. Ça donne une échelle. Donc, si on diminuait la quantité de couverts forestiers, bien, il faudrait s'attendre à augmenter la quantité de produits chimiques dans l'usine. Donc, ça coûterait peut-être 3 cents de plus, 2 cents de plus. C'est super intéressant. Donc, on voit vraiment l'impact du couvert forestier sur, à la fin, l'usine qu'il faut qu'il approvisionne en eau. Elle va devoir faire des changements si ils font plus s'il n'y a plus de filtration, s'il n'y a plus de couvert forestier. À Québec, ils l'ont très bien compris, là, c'est super intéressant. Eux autres font des acquisitions dans leur bassin versant pour éviter qu'il y ait de la construction dedans. Parce qu'ils savent que le couvert forestier est super important, parce qu'à la fin, ben, le lac Saint-Charles, c'est le lac Saint-Charles notamment pour l'approvisionnement d'eau à Québec, ben, ils font l'acquisition de terrain pour les protéger, parce qu'à la fin, leur usine, ben, ils ne veulent pas que ça coûte plus cher en produits chimiques. C'est super intéressant. On s'en sert pour protéger la biodiversité. Je donne encore un peu de data, là, ça fait du bien. En gros, là, les réchauffements climatiques demandent aux espèces de s'adapter en s'écartant de l'équateur. Donc, on s'attend à un déplacement des populations. Là, ça demande environ 42 km par décennie de monter vers le nord ou vers le sud, tout dépendant vous êtes de quel côté de l'équateur. Et ça se fait bien pour vrai. Pour un cerf ou un renard ou un écureuil, à la limite, ça se fait bien. T'sais. Mais quand vous êtes un arbre, quand vous êtes une plante, migrer de 42 km par décennie, c'est un défi, vraiment. Donc, vous comprendrez que l'adaptation des espèces, ben, il y en a qui vont réussir à s'adapter au changement climatique, puis il y en a qui vont échouer. Donc, ça va avoir un énorme impact sur la biodiversité. Le plus grand défi, ben, c'est écrit là, dans la protection des milieux naturels, en tant qu'infrastructure naturelle, réside vraiment dans l'expansion incontrôlée des villes. Et c'est les villes, en fait, bon, on comprend un peu le problème québécois, mais qui est également canadien. Euh, la, la plupart des revenus des villes provient, en fait, de la taxe foncière. Et c'est exactement cet endroit-là. Donc, dans les villes, on voit qu'ils doivent prendre de l'expansion pour être en mesure d'avoir plus de revenus, tout ça. Donc, le problème, il est un peu dans cette relation-là qui existe entre le revenu et les villes, mais c'est également au cœur des décisions des municipalités, c'est super important. Et puis c'est là que se retrouve la solution. Donc,
c'est dans les municipalités qu'on peut protéger les milieux naturels qui sont à proximité des villes. Je vais offrir quelques pistes de solutions. Puis je sais que vous avez envoyé des questions auparavant qui étaient super intéressantes. Puis je tente de les adresser là-dedans ici. Une des choses à faire. Et là, j'avais demandé aux organisateurs d'organiser un petit sondage. Juste savoir qui a déjà contacté ses élus. Avez-vous déjà fait ça? C'est super intéressant. Répondez, vous allez voir à l'écran. Donc, avez-vous déjà contacté un de vos élus? Oui ou non, peut-être? Ben, oui ou non. Je vous laisse quelques instants. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un peut, Mathieu, Sophia, Nathalie, est-ce que vous pouvez donner si vous êtes arrivé, c'est la première fois qu'on teste les fonctions, hein? Qu'est-ce que ça donne? Et... Ah! Mon Dieu! Ben, c'est excellent. Donc, 67% ont déjà contacté des élus, alors que 33% non. On voit que 2 tiers, 1 tiers. C'est vraiment intéressant. Et je vous dirais, là, contactez-les, envoyez un courriel. Vous êtes un représentant de leur communauté, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral et tout ça. Allez-y, contactez, envoyez un courriel, un tweet. Mais ça vaut la peine. Bon, vous savez, en ce moment, on vit des moments difficiles avec la COVID-19. Contactez vos élus pour dire hey, moi, là, j'aimerais ça qu'il y ait des arbres. Et que vous soyez là j'habite Pointe-Saint-Charles à Montréal. Donc, moi, je contacte mon député qui s'appelle Mark Miller au fédéral, par exemple. Donc, ben, je le contacte pour dire hey, moi, j'aimerais ça. Vous avez fait une promesse aux dernières élections fédérales. Vous avez vous avez dit je vais investir 2 milliards d'arbres au Québec. C'est super intéressant. Donc, hey, ben, M. Miller, cette promesse-là, malgré qu'on soit en temps difficile, ben, je trouve que ce serait une promesse qui serait vraiment très adéquate. Contactez-les, ça vaut la peine, provincial, fédéral et tout ça. Puis, si je peux vous donner 2-3 conseils, là, un enjeu, quand on parle à nos élus directement, là, avant que ça devienne un enjeu, ah oui, c'est important, planter plus d'arbres ou que ça soit subventionné, là, un autre truc, là, ça devient ça devient concret dans la tête des yeux. Quand ils reçoivent de 6 à 8 communications sur la même problématique. Dans notre cas, mettons, c'est planter des arbres ou protéger un boisé. Allez-y en gang. Je veux dire, ça prend juste 6-8 personnes. Je veux dire, allez-y, contactez votre élu pour dire hey, moi, je me souviens, il y a des cas à Belleuil, par exemple. Il y a un golf là-bas et bon, les citoyens veulent le protéger. C'est un des derniers endroits, en fait, qui reste pour augmenter la canopée urbaine. Et c'est un golf qui ne roule plus vraiment bien, la misère. Puis bon, il y a des promoteurs, évidemment, qui sont intéressés à le développer. Ben, contactez votre mairesse, puis c'est un enjeu important. Puis allez-y à 6, 7, 8 personnes, c'est important. T'sais, à Chambly, il y a le même problème. Allez-y en gang. Puis oui, là, les messages préformatés, là, c'est intéressant, mais allez-y personnellement. Je veux dire, vous êtes un représentant de votre communauté. N'ayez pas peur de parler en tant que d'habitant de votre communauté. Et c'est vraiment un conseil que je donne quand on contacte les élus. C'est des humains, hein? Ils ont un paquet de problématiques. Au niveau municipal, par exemple, là, les gens, là, ils doivent, je veux dire, au niveau municipal, ces gens-là, ils gèrent les matières résiduelles, hein, ils gèrent les déchets, ils gèrent les étiquettes, ils gèrent les rues. Tout ça, c'est quand même assez compliqué. Puis vous comprendrez qu'ils doivent vraiment faire beaucoup d'étapes comme ça. Et vraiment, c'est des humains. Allez-y, ils ont plein de choses en tête. Puis, c'est pas en disant que c'est pas en disant que des insultes, par exemple, ou en essayant d'avoir l'air. Non, non. Allez-y, franchement, vous êtes un représentant de votre communauté. Essayez de les sensibiliser. Et allez-y, ça vaut la peine. Et voilà. Et allez-y dans cette démarche-là là, est quand même assez intéressante. Là. Écoutez, j'ai reçu 3-4 courriels. Là. Il y a un boisé quelconque, là. Il y a un promoteur immobilier qui m'a approché. Mais il y a un boisé là, puis les gens sont vraiment attachés à ce boisé-là. J'aimerais ça qu'on ne y touche pas.
cette discussion-là va avoir lieu entre un maire et ses fonctionnaires. Donc, ça vaut la peine d'y aller. Je prends l'exemple, moi j'ai grandi à Boucherville, sur la rive-sud de Montréal. Et donc, mon maire, M. Martel, qui est dans le milieu, je veux dire, lui, il a décidé de prendre les grands moyens. Ils ont protégé 163 hectares. C'est juste un exemple, j'en avais comme un paquet. Mais j'ai pris cela parce que c'est mon patelin. Mais 163 hectares à Boucherville qui ont été protégés juste parce que la ville a voulu le faire. Et M. Martel, là, c'est un ancien agent immobilier. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'écologiste. Mais il a été sensibilisé par les citoyens. Puis, si vous regardez à gauche, là, la madame, Nathalie, c'est Madame Barabé, c'est une conseillère qui était présidente du groupe Environnement Nature Boucherville. Et elle est devenue conseillère municipale et tout ça, elle s'est impliquée. Et c'est vraiment là qu'on peut voir qu'elle a eu un impact. Donc, je vous parlais de devoir tantôt. Contactez vos élus pour protéger les infrastructures naturelles. Donc, contactez votre maire, votre conseiller municipal, votre député provincial, fédéral. Allez-y. Celui qui est à côté, vous êtes un représentant de votre communauté. Contactez-les. Dites-leur votre point de vue pour dire que l'environnement, c'est important. Puis, eux autres, quand ils vont arriver au caucus, à un moment donné, au caucus, au provincial, au fédéral ou le maire, ils vont devoir adresser cet enjeu-là. Donc, votre travail, parce que là, vous êtes déjà pas mal à avoir déjà contacté un élu, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, c'est le bon moment. En relance économique, on a besoin de l'appui de chacun des citoyens. Et là, c'est le bon moment pour dire votre point de vue. Voilà. On prend les questions. Oui, alors, laisse-moi voir. On a reçu une question pendant ta présentation. C'est en anglais. Est-ce que je peux juste le relayer en anglais? Oui, pas trop. Right. Okay. We have talked a lot about preserving natural infrastructure that exists in cities that either lack natural infrastructure or which has been removed. What would you recommend prioritize as natural infrastructure to build in urban spaces which would maximize mitigation and adaptation potential? Pour tout le potentiel, c'est quand même assez complexe. Ça dépend à quoi ressemble votre ville. Si vous êtes une ville comme Montréal ou vous êtes une banlieue, une banlieue de Québec, comme à Lévis, par exemple, le gazon, c'est absolument incroyable. Dans l'Amérique du Nord, il y a de 8 à 16 millions d'hectares de gazon. Puis bon, ça a certains faibles services écosystémiques, donc la gestion de l'eau pluviale, par exemple. Mais si vous voulez augmenter la biodiversité, là, le simple fait d'enlever la réglementation municipale qui oblige la tonte du gazon et qui oblige le gazon, il y a vraiment un énorme potentiel en termes de facilité. Là, le gazon, c'est absolument incroyable. Et si vous êtes dans une municipalité un peu plus rurale, évidemment, c'est les milieux agricoles, les bandes riveraines, l'application du règlement sur les bandes riveraines est très intéressant. Mais en banlieue ou en milieu dense, là, le gazon est vraiment là, absolument incroyable. Si vous êtes dans un milieu qui est affecté par les îlots de chaleur, comme dans les milieux très denses, comme dans les milieux très denses, très urbains, l'arbre vient vraiment prendre toute sa place et vraiment est le summum en fait de l'infrastructure naturelle en milieu fortement urbanisé. Voilà. Oui, on a d'autres questions ici que je peux vous poser. Une question intéressante qu'on a eue, c'est avant la présentation, c'était la coupe forestière comme argument de conservation. Est-ce que ça se peut? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend comme conservation. Si vous voulez que ça soit une aire protégée, c'est un peu plus complexe. Il y a une loi, au Québec, il y a le projet de loi 46 qui est sorti juste avant la COVID, là, qui va avoir évidemment des commissions parlementaires là-dessus. Ce qu'on suggère pour avoir une aire protégée réelle, la coupe forestière industrielle n'a pas sa place. Par exemple, la coupe forestière communautaire où il y a une personne qui décide d'en couper un pour son bois, ça n'a pas vraiment d'impact. Dans une forêt, l'arbre est simplement un arbre. Ça reste qu'on ne peut pas faire une coupe industrielle là, dans une aire protégée. Ça, c'est sûr et certain. À savoir que il y a des outils en milieu forestier que je suis moins à l'aise. Moi, mon vraiment dada, vraiment, c'est vraiment les banlieues, les centres urbains et tout ça. Là. Mais la coupe forestière,
C'est quand même un enjeu qui est quand même très précis, puis il y a des gens beaucoup plus adéquats qui vont pouvoir vous en parler. Là. La SNAP Québec, par exemple, là, va pouvoir répondre à vos questions beaucoup plus aisément que je peux le faire. Voilà. Oui, et il y a aussi une question de Luc. Il dit: «Je suis de Chambly. Comme vous le disiez, Ouais. nous avons un enjeu par rapport à l'ancien golf à l'abandon depuis plusieurs années, qui est menacé de développement résidentiel depuis quelques années. Une nouvelle administration est en place et ne prévoit aucun développement pour le moment, dont le zonage récréatif est conservé, ce qui protège temporairement que du résidentiel s'y installe. Il a été question de faire un parc nature, mais puisque la propriété est privée, les coûts d'acquisition sont très élevés pour notre petite communauté. Quels moyens sont disponibles pour l'administration pour protéger et conserver ces derniers lieux de verdure? Est-ce que des programmes provinciaux et fédéraux peuvent venir soutenir une initiative d'acquisition? Il y a plusieurs éléments là-dedans. Là. Oui. L'ancien maire Lavoie était tout un numéro à Chambly, en toute franchise. La nouvelle mairesse, Mme Alexandra Labbé, je crois, est vraiment, c'est vraiment c'est dichotomique là, entre M. Lavoie, l'ancien maire, et elle. En ce moment, au niveau municipal, là, qui garde le bon zonage, là, c'est vraiment la meilleure chose qui pourrait vous arriver. Si vous voulez faire des acquisitions, si c'est la manière que l'administration veut aller de l'avant, la communauté métropolitaine de Montréal a un fonds qui s'appelle la Trame verte et bleue. Dans le dernier budget provincial, il y a eu un 50 millions qui a été investi par le gouvernement provincial, qui se rapporte à 50 millions de la CMM et 50 millions qui proviennent de la municipalité. Donc, il y a comme une grosse enveloppe de 150 millions pour faire des acquisitions pour la mise en valeur des milieux naturels dans le Grand Montréal. Dans le Grand Montréal, si vous êtes le territoire de la CMM, et donc il y a une enveloppe de 150 millions qui existe pour faire des acquisitions exactement en fait pour ce genre de projet-là. Là. Donc, puis Luc, vous êtes sûrement déjà en contact avec M. Bugeaud. Allez lui parler. Vraiment, il y a 150 millions, une enveloppe qui existe, du nom de Trame verte et bleue. Contactez la CMM, dites à Mme Labbé qu'elle contacte la CMM. Mais je pense qu'ils connaissent déjà ces outils-là, mais il faut l'exprimer. Continuer à l'exprimer, c'est important. Madame Labbé doit continuer à avoir le soutien populaire pour faire ces acquisitions-là. Parce qu'en effet, là, ça coûte de l'argent si c'est la méthode que l'administration préconise. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être tout parce qu'on manque de temps. Alors, merci beaucoup, Sylvain. C'était une très belle présentation et merci à tout le monde. Je veux simplement vous faire parvenir que le vendredi 8 mai à 11h30, nous allons accueillir Kevin Behan du Cleaner Partnership pour discuter de l'importance de mesurer la qualité de l'air local. Et vous pouvez aussi aller regarder ces webinaires qu'on présente sur la diapo. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.